L'iMac Pro débarque. Que faut-il penser de ce surpuissant ordinateur de bureau? Son prix stratosphérique est-il justifié? Son design tout en un est-il un handicap? Est-ce un modèle de transition en attendant un vrai nouvel ordinateur? Comment expliquer l'absence de Touch Bar? Débat en compagnie de ceux qui ont eu la chance de le prendre en main. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver non pas à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech, mais à Sydney en Australie. Bienvenue à Clovelly Beach où nous avons posé nos caméras pour cette émission presque au soleil parce que il fait gris, il y a la tempête ici à Sydney, le vent souffle à 50-60 à l'heure, donc on s'est équipé de grosses bonnettes. Pour la petite histoire, c'est le bleu de l'océan Pacifique ici derrière moi, à Sydney, qui a inspiré la couleur bleu indigo du premier iMac en 98. Donc la boucle est bouclée aujourd'hui car nous allons parler du tout dernier iMac. L'iMac Pro qui vient tout juste d'arriver à Paris, mais aussi en Australie. En attendant, je vous rappelle que vous retrouvez le débat iTac chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemacom, sur nos chaînes Dailymotion et YouTube. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Sur iTunes, des podcasts bien sûr en HD ou une version audio. Enfin, n'hésitez pas à télécharger l'app ORLM sur iOS, disponible sur l'App Store pour iPhone et iPad, mais aussi pour Apple TV, avec comme chroniqueur cette semaine celui qui a eu la chance, de les découvrir un petit peu en avant-première, l'iMac Pro, et nous donner un petit peu son premier verdict, même s'il n'a pas vraiment eu le temps de le tester. On reviendra dans une deuxième émission pour vous proposer un test et un grand verdict de l'iMac Pro. Erwan Leclorac du site spécialisé dans la post-production yak.fr. Bonjour Erwan. Bonsoir Olivier. Tu es où Erwan? Moi je suis en région parisienne, loin de l'océan Pacifique. Je suis désolé. Bon, l'année prochaine, je te promets, on va intervertir les rôles. En duplex depuis Lausanne cette fois, celui qui bisque-rage de ne pas avoir encore reçu son iMac Pro, Didier Pouloukheni de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier. Alors moi je pense que Jonathan Ive s'est plutôt inspiré du temps parisien ou européen pour faire sa couleur. Hein. L'Australie est loin là. Très bien. En duplex, toujours depuis la région parisienne, un ancien journaliste de la presse informatique qui est passé par des rédactions aussi célèbres que celle de PC Expert ou encore de 01net. Autant dire que les ordinateurs pour les pros, il connaît, mais il s'agit de monsieur Thierry Derouet. Bonjour Thierry. Et bonsoir Olivier. C'est vrai que chez nous, c'est gris. Non, on te fait la tête. Toi, t'es dans le bleu, nous, on est dans le gris. Ouais, c'est un bleu-gris, donc c'est pas forcément le bleu indigo du premier iMac. Un geek consultant qui conseille les entreprises pour leur stratégie digitale, va-t-il leur conseiller d'investir dans l'iMac Pro? Monsieur Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui. Donc en gros, excuse-moi. Donc tu nous as parlé de du temps, etc. Machin. Nous on le voit pas, mais on le devine en tout cas. Oui, vous n'avez pas le retour vidéo. Belle performance cette année pour l'équipe d'On refait le Mac. Vous ne les voyez pas, ils sont à Paris, notamment notre réalisateur François Bontemps, puisqu'on tourne en 4G, dans les conditions du direct, en duplex, la magie des réseaux et de la connexion 4G. Avant de répondre à toutes les questions que vous posez sur l'iMac Pro, en tout cas on va essayer, place au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est la réponse à la question que l'on vous a posée cette semaine via le compte Twitter @On refait le Mac. Didier, tu veux t'en occuper? Alors, on vous demandait donc
que pensez-vous de l'iMac Pro ? Donc voilà, de but en blanc. Et la réponse qui arrive en tête, c'est qu'il serait beaucoup trop cher, donc à 59%. Et arrive à peu près à ex-aequo ensuite les trois autres réponses qui étaient enfin plus de puissance, du neuf avec du vieux et enfin du neuf. Et je peux te le dire, Olivier, les gens se trompent. L'iMac Pro n'est pas trop cher. Bah, alors, par rapport à débarque, parce que les prix sont officiels depuis ce matin à Paris. On t'écoute. Voilà, il faut un petit peu plus de 5 000 € pour la configuration de base et ça monte quasiment jusqu'à 15 000 si tu mets toutes les options, sachant que tu n'as pas le choix, tu es obligé de passer par Apple pour mettre toutes ces options, tu peux pas rajouter ton propre disque, ta propre mémoire. Donc effectivement, c'est les tarifs entre guillemets définitifs de la machine. Mais nous, on a fait quand même des petits tests chez Dell et chez les autres avec à peu près les mêmes composants. Bah, tu t'aperçois qu'au final, t'es plus cher en fait. Donc cet iMac Pro n'est pas plus cher. Par contre, il n'est pas trop cher, mais par contre, il est peut-être trop cher pour les budgets qu'ont certains. Voilà, peut-être pas forcément aussi l'usage de cette machine, quoi. On verra avec Erwan notamment pour la post-production, est-ce que c'est vraiment un budget raisonnable si on le compare notamment au Mac Pro. On y reviendra dans un instant, mais on commence par le premier élément important, l'évolution importante de cet iMac, à savoir son design. iMac Pro design noir, c'est noir hommage, du neuf avec du vieux pour l'interrogation. Est-ce qu'on peut vraiment parler, Didier, de nouveau design? C'est plus une nouvelle couleur, on peut dire. Non mais c'est un scandale, mais qu'est-ce que fait Johnny Ive 2012, un design. Il est plus là, il revient tout juste, souviens-toi. Il est juste de retour. Non mais qu'est-ce qui se passe chez Apple? Ils ont plus d'idées, ils nous font toujours du neuf avec du vieux. Tu te rends compte, c'est l'iMac de 2012 et en plus là on est parti. Enfin, je pense qu'ils vont le garder encore quelques années, ils vont pas le changer comme ça d'un coup. Alors ils changent quand même beaucoup à l'intérieur, on en parlera après. Et il y a ce gris, bon c'est gris, voilà, c'est un peu plus pro, mais quand même quoi, tout ça pour ça. Bon, la robe gris fédérale, est-ce qu'elle vous a convaincu, toi, qu'il a approché de près, Erwan? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que vraiment ça tranche tout simplement avec l'aluminium classique des iMac qu'on connaît depuis 2008 pour le premier iMac qu'on a lu? Non, j'ai le même avis que Didier, c'est que voilà, tu regardes un peu dans une lumière tamisée, tu as l'impression d'avoir un iMac habituel. Il y a juste la couleur vraiment qui change, même si, comme tu l'as dit, l'intérieur a été entièrement modifié. Donc, moi, je suis un peu déçu sur l'écran, en fait, pas la qualité de l'écran, mais sur le form factor. J'aurais bien aimé avoir un écran, peut-être pas bord à bord, mais enlever la barre du bas, avoir quelque chose vraiment juste avec l'écran, un peu comme un iPhone, et puis avoir cette grosse barre en bas. Ouais, c'est un peu la tendance, Erwan, tu as raison. Tu l'as dit pour l'iPhone, mais de manière générale, Thierry, dans l'industrie informatique, de faire disparaître les bords autour des écrans. On le voit sur tous les moniteurs, même les moniteurs à 200 €, à 150 € chez Samsung. C'est des bords extrêmement affinés. Ces larges bandes que l'on voit sur l'iMac, c'est plus forcément au goût du jour. Oh, je sais pas, moi j'ai pas envie qu'on touche à ce design, moi je l'adore. Je le trouve assez intemporel. On râle toujours parce que le design, il faudrait qu'il change, mais moi cette machine est belle. Voilà. Alors peut-être, j'ai pas le monopole du mauvais goût, hein. Attention. Non, elle est belle, c'est un classique. On sait que Jean-Luc Fréchin, designer qui a fait souvent l'émission avec nous expliquait qu'Apple essayait d'instaurer un design de marque, donc on reconnaît, c'est un produit d'Apple du premier coup, comme on reconnaît une Golf de génération en génération, mais quand même, elle pourrait faire des évolutions un peu plus importantes. Depuis 2009, la dernière évolution majeure de ce design de l'iMac, on aurait peut-être voulu plutôt un autre écran, peut-être des écrans nettement plus larges. Voilà. Façon panoramique. Ouais, tout à fait. Stéphane, est-ce qu'on n'a pas le sentiment quelque part que de garder toujours le même ordinateur, de ne pas en changer avec un design qui reste quasiment le même d'année en année? Vu le prix déjà, on va pas en acheter un tous les jours, et c'est vrai qu'il a, comme ça a été dit, c'est bien d'avoir un design intemporel. Néanmoins, je sais pas si par exemple on arrivait sur des choses un peu plus colorées comme au temps du restart d'Apple. Est-ce que nous on aurait apprécié, est-ce que nous on aurait apprécié ou pas? Moi, je pense que c'est quand même quelque chose de rassurant d'une certaine manière. Mais on va les garder longtemps, ces ordinateurs, c'est sûr. Ouais. On le voit bien que le design noir, c'est pour marquer son ancrage dans le pro. Alors il y a effectivement une déclinaison de la souris qui est désormais noire, du clavier qui est noir. Ce qui est un peu surprenant, Erwan, c'est qu'il n'y a pas forcément d'évolution sur le clavier. On s'attendait à devoir généraliser chez Apple la fameuse Touch Bar qui est arrivée sur le MacBook Pro l'année dernière. Où est donc passée la Touch Bar, Erwan? Quelles seraient les explications d'Apple sur ce sujet si tu en as eu?
J'en ai pas eu, c'était le silence complet. Je pense qu'il va peut-être y avoir d'autres choses qui vont arriver peut-être un peu plus tard. Surtout qu'il y a la puce. Non, mais ça peut être une nouvelle souris aussi, hein, donc on m'a laissé sous-entendre pas grand-chose. Mais globalement, oui, un clavier touch bar, s'ils sortent pas une touch bar pour l'iMac Pro, c'est la mort de la touch bar, je pense, parce que si on n'est pas capable d'avoir un clavier même pour d'autres Mac avec une touch bar, je vois pas les développeurs, les éditeurs développer des fonctions spécifiques pour la touch bar si c'est uniquement pour un portable, une gamme de portables. Ouais. Didier, est-ce qu'il n'y a pas une contrainte simplement technique? Le Bluetooth, l'affichage d'un écran OLED à distance en Bluetooth, c'est possible techniquement aujourd'hui? Ouais, mais je trouve qu'il y a un vrai problème d'usage, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont repris le design, enfin la forme en fait d'un iMac standard, mais ils ont apporté aucune plus-value au niveau des usages. Ils n'ont pas fait par exemple un pied qui s'ajuste en hauteur, des ports qui seraient un peu plus accessibles à l'avant. Ils voudraient faire un clavier avec une touch bar, ils pourraient faire un clavier filaire, c'est pas grave, on va pas en mourir de retrouver un fil. S'il y a vraiment un usage qui est lié à la touch bar, ils n'ont pas fait non plus de Face ID. Enfin, je trouve que c'est un peu décevant là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne demandait pas ce qu'il soit bleu, vert ou jaune, mais on demandait quand même à un ordinateur qui apporte quelque chose. Tu vois qu'on est quand même du renouvellement depuis quasiment 10 ans sans pas changement. Simplement de la puissance et un prix stratosphérique. Justement, au vu du design sans révolution, de l'absence de touch bar, peut-on parler de machine de transition, voire de diversion? On sait que les utilisateurs professionnels, Didier, Erwan, l'année dernière, étaient très remontés envers Apple lors de l'annonce du MacBook Pro, d'abord parce que son prix était déjà élevé, que les performances n'étaient pas forcément au rendez-vous et qu'ils attendaient plutôt une évolution du côté du Mac Pro qui n'a quasiment pas évolué durant les 4 dernières années. À cette époque, beaucoup annonçaient, souviens-toi, l'année dernière, on avait fait une émission qu'Apple pourrait abandonner, ou pouvait à l'époque abandonner le marché professionnel. Apple a depuis communiqué, ce qui est plutôt rare, rétro-pédalé. Est-ce que quelque part, on peut imaginer que les équipes de Phil Schiller aient un peu improvisé cette machine en urgence, en prenant un design existant? Ils veulent de la puissance, alors met de la puissance, et puis le reste arrivera plus tard. Didier, Erwan, ou qui va intervenir sur ce sujet? Moi, j'avais l'impression que le Mac Pro, il avait été abandonné à un moment donné et qu'au contraire, tous les efforts étaient mis plutôt sur ce concept de machine encore plus imbriqué, encore plus fermé, on peut dire. Et que, effectivement, le Mac Pro, j'ai l'impression enfin, tu vois, un truc qu'on t'annonce en 2018-2019, il n'est pas du tout envisagé en 2017 ou 2016. C'est quand même pas une machine, ils vont pas mettre 4 ans ou 5 ans à te faire juste un espèce de truc modulaire, à moins qu'il soit vraiment. Oui. Enfin, on verra, on sait pas du tout ce qu'ils vont nous faire. Mais on demandait quand même pas grand chose. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils même pas prévu de mettre, je sais pas, une carte mère dans une tour style Power Mac et de te faire un truc comme ça. Est-ce que vraiment ils avaient envisagé que les pros se tournent vers ce type de machine? C'est une vraie question. Hein. On verra dans le prochain chapitre que c'est une machine tout en une, donc elle peut poser problème aux pros, mais n'allons pas trop vite. Erwan, on en avait longuement parlé l'année dernière, et puis on avait également réalisé une émission sur le Hackintosh. Il y a beaucoup de professionnels qui avaient besoin de puissance, donc comme ils n'avaient pas assez de puissance, ils se tournaient malgré eux vers le Hackintosh, un CPC boosté qui tourne sur macOS 10. Est-ce que quelque part, cette machine, elle n'est pas juste pour répondre à ces besoins de puissance et qu'ils n'ont pas eu le temps concrètement de développer un vrai nouveau design? Ouais, c'est une machine tampon pour moi, qui permet de patienter jusqu'au Mac Pro. Et à mon avis, l'annonce du Mac Pro modulaire, c'était pour calmer tout le monde. Et ils travaillent dessus depuis l'annonce, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas dessus depuis 2 ans. Je pense qu'ils ont eu un gros souci avec l'ancien Mac Pro, le Mac Pro 2013. Le cylindrique, c'est ça, le cylindre. Le cylindrique. Voilà, avec surtout au niveau des cartes graphiques, je pense qu'au niveau design, au niveau conception des cartes graphiques, il y a eu un souci là-dessus. La promesse n'était pas tenue en termes de durabilité. Il y a beaucoup de cartes graphiques qui claquaient, c'est ça, Erwan? Ouais, surtout les cartes graphiques haut de gamme en plus, donc c'est-à-dire les stations entre 7 000 et 10 000 euros, où dès qu'on demandait un peu plus de travail, les cartes graphiques en fait cramaient, et donc fallait les renvoyer chez Apple. Et donc il y a jamais eu trop de solutions offertes par Apple. Et puis au lancement du Mac Pro, moi j'avais pu discuter justement avec les personnes d'Apple. Et on m'avait laissé entendre que voilà, il y aurait peut-être des évolutions au niveau des cartes graphiques, et ça n'a jamais été le cas. Donc moi je pense vraiment que la conception juste des cartes graphiques, ça a posé problème, et que du coup, comme dit Didier, ça a peut-être été abandonné en se concentrant sur un iMac complètement construit de A à Z, sans évolution possible. Et puis vu que tout le monde réclamait via
la popularité du Hackintosh des choses modulaires où on puisse mettre sa propre carte graphique, la faire évoluer, ce qui est la moindre des choses. Ils ont dit bon, on va reprendre le travail sur le Mac Pro et on va construire quelque chose de très modulaire. Provisoire. Donc voilà. Thierry, quel regard tu regardes toi justement sur cette stratégie d'Apple envers les pros? On sait qu'Apple n'a jamais vraiment bien perçu, hein, c'est une boîte grand public, hein, ils n'ont jamais vraiment eu le feeling avec les pros. Quel regard tu portes? Est-ce que tu crois que comment on peut expliquer qu'une boîte qui a autant de moyens, autant de cash, on le dit quasiment à chaque émission, puisse laisser en friche des chantiers aussi importants que celui du Mac Pro? On a l'impression qu'ils ont tout mis sur l'iPhone. On a vu le résultat avec l'iPhone 10, mais quand même. C'est étonnant qu'ils n'aient pas la possibilité de gérer plusieurs chantiers de front quand même. Écoute, c'est un peu comme une boîte de sardines, hein. Quand tu l'ouvres, hein, il y a des sardines dedans. Et là, c'est une machine pro. Tu regardes, il y a les sardines qu'on attend dans une machine de pro. Donc, tu as des composants qui ne leur appartiennent pas. Hein. Donc, on se retrouve avec du Xeon, des mémoires de folie. La Vega, c'est pas eux. Enfin, c'est de l'assemblage. C'est de l'assemblage très haut de gamme, vraiment très soigné. Très compact, très fermé. Pour moi, je compare ça en termes de conception à une boîte de sardines. De toute façon, mais ça demande du temps à concevoir ce genre de choses, d'après ton expérience, Didier. Oui. Non, mais on a vu énormément de choses qui étaient censées garantir l'évolutivité dans le temps. Ça n'a jamais fonctionné. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a une déferlante de puissance qui arrive. Est-ce que c'est pérenne ou pas dans le temps? Non, c'est strictement rien. Hein, puisque de toute façon, il y a un moment où on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on est capable d'obtenir. Et puis de toute façon, il y a d'autres solutions aujourd'hui, on le voit avec des solutions en cloud, en virtualisation et autres. Là, j'ai envie de dire que c'est vraiment, si on a besoin d'un truc spectaculaire pour faire du montage vidéo de folie, voilà, les machines sont là. Et puis après, au-delà, c'est d'autres architectures. Donc j'ai envie de dire, là, on est en train de pousser jusqu'à son paroxysme ce qu'on est capable de foutre dans un boîtier. Moi, je le trouve toujours élégant. C'est sûr qu'ils pourraient faire autre chose, mais c'est pas un marché important pour eux. C'est un marché d'abord, c'est un marché de niche, faut le rappeler. Ils vont pas en vendre des cargos comme ça. Et deuxièmement, ils ont rien à démontrer en la matière, à part être capable, et ça, on va sans doute l'aborder, de faire tourner des logiciels qui demandaient effectivement de la puissance. Mais là, très honnêtement, c'est un marché marginal. Il n'empêche que, dans ce marché marginal, comme l'a dit Didier, en termes de tarification, il n'y a pas de mystère. Ils ont pas abusé sur les tarifs, parce que dedans, quand on met l'ensemble des composants, on arrive effectivement à des tarifs qui sont excessivement élevés. Et quand on a des SSD, comme ils embarquent là ici, jusqu'à 4 Tera, tellement ça me... C'est quand même très haut de gamme. On n'est pas dans du luxe là, on est vraiment dans de l'assemblage de composants de très haute qualité, fait par des gens. Maintenant, il reste d'autres interrogations parce que c'est une boîte de sardines. Donc quand il faut faire. Alors la boîte de sardines, voilà, la particularité de la boîte de sardines, Thierry, tu l'as dit, c'est qu'elle est fermée. C'est l'objet de ce prochain chapitre. Est-ce que c'est bien raisonnable, une machine sans évolution pour les pros? Didier, c'est une machine tout en une, on l'a dit, peu évolutive, voire pas du tout. La trappe qui était à l'arrière des iMac 27 pouces, des dernières versions 5K, a même disparu pour changer la mémoire. C'est bien ça. C'est un scandale. Enfin, c'est un scandale. Tu peux même pas changer ta RAM sur ton machine pro. Bon, tu peux en fait la faire changer. Alors apparemment, en fait, si tu vas en Apple Store, Apple te permet de faire des modifs parce qu'il y a toujours les barrettes. C'est pas de la RAM qui est soudée comme sur les MacBook Pro, donc tu peux effectivement la changer. Il faut décoller l'écran. Bah oui, non, mais c'est un truc, si tu le fais toi-même, ça fait sauter la garantie, donc on n'encourage pas du tout à le faire. C'est vrai que, mais juste pour rebondir sur ce que disait Thierry, la question aussi, c'est que c'est une boîte de sardines, mais conçue de la façon dont Apple l'a pensée. C'est effectivement, les composants sont pros, mais tous les pros n'ont pas besoin des mêmes composants. Et par exemple, on prend l'exemple des SSD, tout le monde n'a pas besoin des SSD de folie, même pour faire du montage vidéo, on peut très bien avoir des SSD un peu moins chers, mais avoir plus de capacité dans sa machine. C'est effectivement une config qui est extrêmement figée, quoi. Tu veux du Nvidia, tu peux pas non plus. Enfin, tu veux tel type de Xeon. Alors on fait une puce Xeon avec plein de cœurs, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup plutôt d'avoir 2 puces, tu vois, avec des cœurs un peu plus rapides et le même nombre de cœurs à la fin. Enfin, toutes ces questions-là, en fait, on peut pas avoir de réponse puisqu'on n'a pas le choix. En fait, c'est ça ou rien, quoi. Alors, si tu parlais de stockage, un petit rappel à notre sponsor, mais grand merci à notre sponsor LaCie de nous soutenir. Ce spécialiste du stockage sur Mac a été le premier constructeur à proposer un disque REGD
compatible Thunderbolt 3. Voici sa dernière gamme, les 6 Big et les 12 Big, les 6 Big et 12 Big, qui sont taillés sur mesure pour le nouvel iMac Pro. Le 6 Big accueille jusqu'à 6 disques, cumulant 60 Tera de données et affichant un débit jusqu'à 1400 mégaoctets par seconde. Donc vraiment, c'est pour des pros de la vidéo. Le 12 Big accueille, comme son nom l'indique, jusqu'à 12 disques, archivant jusqu'à 120 Tera de données et affichant un débit phénoménal jusqu'à 2600 mégaoctets par seconde. Ça fait rêver, ça fait saliver notre réalisateur. Pour transférer 1 heure de vidéo en 4K ProRes, allez, en gros, il vous faut 5 minutes. Voilà, aujourd'hui, si vous êtes un pro de la vidéo, vous devez investir chez LaCie. Est-ce bien raisonnable, Erwan, ce que disait Didier à l'instant, de figer comme ça les configurations? On sait que le Mac Pro, tu l'as dit tout à l'heure, il était certes évoluable, mais dans les faits, il n'a jamais évolué. Non, après, la possibilité de pouvoir changer sa mémoire, on était capable aussi, on pouvait changer, par exemple cette année, on pouvait mettre un SSD chez OWC qui était beaucoup plus rapide que les SSD d'origine. Donc il y avait quand même des petites possibilités qui étaient ouvertes là-dessus, surtout au tarif qu'Apple fait payer sa mémoire vive et puis ses SSD. À prix d'or. Ouais. À prix d'or. Donc là, ça enlève vraiment, au moins, c'est comme si on achetait un MacBook en fait, un MacBook Pro avec un bel écran 5K. Donc c'est un choix. Je pense que ça peut convenir dans certains types de configs. Après, les personnes qui aiment justement modifier le fait de ne pas avoir de choix toujours depuis plusieurs années maintenant, de pouvoir opter pour du NVIDIA, ça pose quand même problème dans certaines applications pro. Je parle de la 3D par exemple, qui sont optimisées sur le CUDA, donc au processeur sur des algorithmes en fait NVIDIA. Donc voilà, on sait qu'il devrait avoir plus le choix des composants, plus que l'évolutivité. C'est ça qui te manque en fait. Pouvoir choisir, comme le disait Didier, plus de configuration en matière de disque dur, peut-être moins de. Voilà, si on veut moins, si on veut plus, et avoir plus de choix dans les composants graphiques notamment. Hein, c'est ça ? Le graphisme aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important au-delà des cœurs. On en parlera un petit peu après. Oui, c'est prévu. Mais le GPU, c'est vraiment le cœur en fait de tout logiciel. Que ce soit en vidéo, en 3D. Donc à partir de là, le fait qu'on puisse pas choisir, donc là la carte elle est super bien, hein. C'est le top de ce qui se fait actuellement en décembre 2017. Mais dans un an, voilà, elle sera dépassée. Comme le Mac Pro lorsqu'il est sorti, on avait le top et 6 mois après sortait l'iMac 5K et qui éclatait en fait le Mac Pro. Donc c'est toujours cette problématique au niveau du GPU, ça avance tellement. Pour le processeur, je trouve que ça pose pas obligatoirement un grand problème, mais c'est vraiment au niveau du GPU. Alors après, on va parler de iGPU qui sont possibles, mais c'est dommage avec une machine là de parler de iGPU. Donc moi, c'est vraiment le côté GPU qui me gêne le plus. Après, tout ce qui est stockage, quand on va travailler en vidéo, par exemple, on va utiliser des tours de disque en Thunderbolt 3. Ouais. Donc là, il n'y aura pas de souci. Voilà. Et donc là-dessus, je suis moins gêné. L'évolutivité se fait en externe aujourd'hui avec le Thunderbolt 3. En gros, l'idée, c'est ça. Même si le SSD, moi j'ai pu voir en action donc l'iMac Pro avec la nouvelle version de Final Cut. Mais rappelons-le, qui est l'un des rares en France à l'avoir aperçu cet iMac Pro des Renault. Voilà. La tête déplacée qu'on voit pour le voir. Ouais. Et globalement, avec. Erwan, hein. Ah oui, mais tu sais, on signe avec son sang. Et après, moi, je perds toute ma famille et toute ma maison et autres si je dévoile la moindre chose. Donc là-dessus, le SSD, honnêtement, j'ai jamais vu un SSD aussi rapide. Je crois qu'il fait entre 2 à 3 gigas. Donc c'est le double ou le triple de l'ancien Mac Pro, de Mac Pro 2013. En termes de copie de fichiers purs. Voilà. Et dans Final Cut, on était capable en 10.4 de lire des fichiers 4,5K et 6K en temps réel avec des modifications de colorimétrie et des effets par-dessus. Donc là, le débit est vraiment assez incroyable. Phénoménal. C'est-à-dire qu'elle est certes figée, mais on a aujourd'hui, comme le disait Didier, non, c'était Thierry qui disait ça tout à l'heure, vraiment le top des composants vraiment premium
en termes de puissance aujourd'hui. Un petit mot quand même avec Didier ou Thierry s'ils veulent réagir, ou peut-être Stéphane. La difficulté, on l'a vu, ils ont beaucoup insisté lors de la conférence des développeurs en juin dernier lorsqu'Apple a présenté l'iMac Pro. C'est le refroidissement, la machine est extrêmement fine. Quand on voit l'épaisseur des versions PC de ces cartes graphiques, on s'étonne qu'Apple ait réussi à les intégrer dans des machines aussi fines. On a vu apparaître d'ailleurs des petites rainures, regardez, à l'arrière de l'iMac Pro. On a même cru, Didier, à un moment donné, qu'Apple serait obligé de brider ces cartes graphiques. En est-il dans les faits ? On n'a pas la réponse encore puisqu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de détails là-dessus, mais moi je pense quand même qu'elle est bridée un petit peu, hein, puisque forcément tu peux pas taper dans des très hautes fréquences quand tu as un refroidissement qui est quand même limité. Et d'ailleurs, Erwan en parlait tout à l'heure, effectivement ils ont eu des gros problèmes sur les Mac Pro, sur les GPU, et puis là ça va être encore enfermé dans une coque, enfin on va voir, hein, mais on le saura vraiment que sur la durée. À la limite, c'est ce qui m'inquiète moi le plus dans cette machine, c'est effectivement quand tu auras, en plus il y a la lime à l'intérieur, on va avoir quelque chose comme 600, 700 watts, enfin je sais pas combien ça monte en tout avec les gros Xeon là, mais ça risque de vraiment chauffer, et même le bruit que ça peut faire, hein, dans un studio d'enregistrement par exemple, si tu fais du son ou même de la vidéo, quel bruit ça va faire derrière. C'est une vraie question, hein, la pérennité de ça dans le temps. Alors le bruit, c'est extrêmement important pour les pros, hein, de travailler dans un environnement sonore le plus doux possible. Qu'en est-il, Erwan, lorsque tu as eu l'opportunité de faire quelques tests, est-ce que tu as entendu hurler la machine, les ventilateurs de la machine pour refroidir les puces Xeon et surtout les cartes graphiques, la carte graphique? Alors sur les tests que j'ai vus, moi c'était juste des lectures de timeline avec des modifications dans FCP 10.4. Il n'y avait pas un bruit. Extrêmement lourd. Ouais. La lecture quand même, parce que c'est des fichiers RAID RAW en fait en natif on décompressait en fait en temps réel, on débayerisait à la volée. Mais bon, il faut le voir sur la durée, parce que c'est tout souvent sur 30 secondes ça se passe bien, et puis après au bout d'un moment ça commence à faire chauffer la machine. Donc il faudra vraiment la tester sur du long terme, sur des grosses timelines, sur des gros montages, des gros projets, pour voir, et puis surtout par exemple sur tout ce qui va être aussi 3D. Voir comment ça fonctionne. C'est sur tout ce qui va vraiment mettre le GPU à plat, pour voir comment ça tient en fait. Enfin, on va pouvoir faire cuire des œufs. Hein. Oui, Thierry. Pardon, Thierry. Je dis, on va pouvoir faire cuire des œufs dessus, hein, parce que quand on regarde tout ce qu'il y a dedans, je veux bien qu'on dissipe la chaleur, mais il y a un moment quand même où il y a peut-être des limites. Alors, je ne sais pas s'ils ont trouvé une astuce. Alors, je pense qu'au niveau ingénierie, ils sont au taquet. Mais bon, ça pose quand même ce genre de questions, et effectivement, on rappellera quand même que la durée de vie des composants dans un environnement hautement chauffé, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Dernier point, pour être précis sur ce sujet-là, la puce Xeon en compagnie de surpuissantes cartes graphiques qui sont intégrées dans le Mac Pro arrive à une consommation électrique globale de près de 500 watts. C'est près de 67% de plus de consommation que la Mac actuelle, ce qui veut dire que le système de refroidissement doit quand même assurer derrière, donc il faut être vigilant sur ce point-là. L'heure est venue de passer à vos questions Twitter. Didier, une question, je crois, sur Twitter. Oui, on a Frédéric qui nous demande en fait si ce Mac est réservé aux professionnels ou si ça peut se destiner aussi à des particuliers, et notamment quand il a vu le tarif quand même qui est assez élevé. Erwan, ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce que c'est même pour un pro, est-ce que c'est raisonnable ce type de prix? Alors selon Apple, même Apple dit que voilà, eux ils ont configuré tout leur logiciel et Final Cut par exemple pour que cela fonctionne au mieux avec 10 cœurs. Donc au niveau 10 cœurs déjà c'est la config idéale pour la post-production. Et c'est le milieu de gamme ça, Erwan, hein, c'est ça le 10 cœurs. Oui, c'est le milieu de gamme, mais au niveau tarifaire, ils ont essayé au niveau des performances et du tarif, pour eux c'est la config en fait qui est 10-14 cœurs, c'est le top. Après 18 cœurs, c'est vraiment sur des applications style 3D où on va faire du rendu, du ray tracing par exemple, on a besoin de beaucoup de cœurs qui calculent toutes les parties de l'image. Donc là, ça va être vraiment des spécifiques, mais globalement, même Apple dit voilà. Alors bien sûr, si vous achetez tous du 18 cœurs, Apple va être très content. Mais les applications, moi j'avais posé la question de savoir si Final Cut il tirait parti en fait des 18 cœurs et autres. Mais ça va être vraiment spécifique sur la 3D, sur par exemple aussi l'encodage dans Compressor par exemple, si vous voulez encoder encore plus vite, oui 18 cœurs, mais à voir si la différence entre 10 cœurs et 18 cœurs, combien de secondes ça va vous faire gagner globalement. Et c'est vraiment la question. On ne connaît pas encore les tarifs des 18 cœurs, Erwan. Elles arriveront plus tard, c'est ça, dans l'année.
Pour l'instant, on a que le 8 et 10 cœurs de disponible. Le 10 cœurs, il se positionne à quel prix, grosso modo, par rapport aux 5500 € et quelques de l'entrée de gamme, entre guillemets? Alors, si tu veux 10 cœurs, ça commence à 6459 €. Mais évidemment, si tu rajoutes 4 Tera de SSD, tu es déjà à 9000. Si tu rajoutes 128 mégas de 8 Go de RAM, pardon, ce qui est quand même tout à fait honnête, tu es à 12 699. Donc, tu vois qu'il n'y a vraiment pas que le nombre de cœurs. Finalement, le processeur, c'est presque qui coûte le moins cher. Ouais. Donc en clair, tu peux déjà commander, je dis une bêtise, le 18 cœurs, c'est bien ça. Exactement. Alors si tu mets tout à fond, regarde, je te colle toutes les options. Je suis à 14 619 €. Et je n'ai pas pris, parce qu'à ce prix-là, on t'offre pas donc le Magic Trackpad en plus de la Magic Mouse. Et là, tu as 14 788 €. Un petit mot peut-être avec Stéphane, qu'est-ce que ça t'inspire, cette envolée des prix pour les machines professionnelles? C'est pas forcément nouveau chez Apple finalement. Oui, non, mais les prix là sont particulièrement élevés. Alors on va dire les professionnels peuvent amortir les machines au niveau comptable et donc lisser un peu cet investissement. Néanmoins, comme on a franchi une étape avec l'iPhone 10, on a franchi une belle ligne avec cette nouvelle configuration. Néanmoins, je vous ai bien écouté tous depuis tout à l'heure. Je me pose juste la question sur l'obsolescence des configurations dans 2 ans, 3 ans, au regard d'une mise à jour de Final Cut Pro ou pas. Et je me demande, est-ce qu'on va pouvoir les garder 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, qui pourrait éventuellement être raisonnable pour un amortissement de ce type de machine. Est-ce que ça va être le cas? Et là, je ne suis pas assez compétent pour ça. Erwan, une réponse rapide sur ce sujet-là. En grosso modo, ce type de machine professionnelle pour le montage vidéo, tu la gardes combien de temps pour l'amortir, un Mac Pro ou un iMac Pro désormais? Alors ça va dépendre si dans 7 ans on va diffuser de la 8K sur toutes les chaînes de télévision. Mais globalement, si on travaille en HD ou en 4K, donc le 4K, je pense que d'ici 7 ans va agrandir. Le 4K, voilà, ça fonctionnera parfaitement. Comme moi, j'ai un MacBook d'il y a maintenant 7 ans et je fais de la HD toujours avec. Donc là-dessus, il faut se projeter là-dessus. Bien sûr, il y aura toujours 5 ans pour l'amortissement de la machine, c'est ça, en gros, Erwan? Oui, c'est à peu près ça. Ouais. D'accord. Après, ce qui est à voir, c'est comment ça va évoluer au niveau, ce dont on parlait tout à l'heure, au niveau des composants. Est-ce que être enfermé dans une coque et fonctionner non-stop, est-ce que ça va tenir? Ça, c'est la question. Donc, prendre l'Apple Care, je pense que c'est aussi une bonne option. Oui, c'est une bonne option. Mais je pense que voilà, on n'a pas encore commandé à Refait le Mac. On va essayer de vendre, de se couper un bras et de le vendre peut-être pour là. On verra dans quelques temps. Après des questions Twitter, on passe au busomètre avec Didier. Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus, ou les annonces qui ont le plus buzzé cette semaine? Parce qu'il n'y a pas que des rumeurs d'ailleurs cette semaine sur le busomètre. Oui, et d'ailleurs, on commence avec une vraie info, donc Apple qui a racheté Shazam. Alors, c'est drôle parce que personne n'attendait tellement Apple sur le sujet. Il y avait eu des petites rumeurs juste avant que la décision soit officielle. Et donc voilà, ils se sont payés Shazam, ils se sont fait plaisir. Moi, je pense qu'ils ont fait ça parce que Apple, comme tu le sais, déteste qu'on se fasse de l'argent sur son dos. Puis Shazam gagnait beaucoup d'argent en fait avec l'affiliation des morceaux. Donc voilà, ils se sont dit, écoute, pourquoi encore leur lâcher 5 ou 10%? Autant tout récupérer pour nous. Même si le montant de la transaction... $400 millions, c'est ça? C'est pas officiel, donc c'est les estimations sur autour de 400 millions à peu près. Ouais, d'accord. Apple rachète Shazam, première annonce. Deuxième rumeur cette fois-ci. Alors ensuite, on parle du super cycle de l'iPhone, c'est-à-dire la meilleure année qu'Apple pourrait faire pour l'instant de toute l'histoire de l'iPhone. Et alors voilà, les analystes sont là. Est-ce que ça va être 2018 ou pas? Est-ce que l'iPhone 10 va vraiment réussir à faire exploser les chiffres? Et puis là, les dernières estimations de KGI, donc qui est plutôt fiable, tablaient effectivement sur un super cycle pour 2018, et notamment grâce à l'arrivée d'iPhone 10. Enfin, ils s'appelleront peut-être pas 10, ils s'appelleront peut-être 11 plus, on ne sait pas. Et qui effectivement s'annonce plutôt pas mal et corrigerait pas mal de soucis de l'iPhone 10. Donc voilà, peut-être le super cycle pour 2018. D'accord. Troisième rumeur. Alors là, ça nous vient aussi des analystes qui parlent donc des chiffres de vente. Alors on savait que les iPhone 8 et 8 Plus étaient finalement pas trop mal vendus, mais malgré son tarif donc assez élevé, l'iPhone 10 serait devant. Donc il se vend plus d'iPhone 10 que d'iPhone 8 ou que d'iPhone 8 Plus, ce qui serait quand même assez impressionnant. On aurait vraiment franchi un palier en termes de tarifs en tout cas. Quatrième rumeur, plutôt un démenti de rumeur, je crois, Didier.
Oui, c'est un média en fait qui s'appelle, je crois, Digital Music News, si je dis pas de bêtises, et qui a effectivement a déclaré en fait qu'Apple prévoyait la sortie de l'iTunes Store, donc de l'achat au titre ou à l'album, ce qui pour certaines personnes du streaming. Voilà, exactement, qui serait beaucoup plus rentable en fait pour des plateformes comme Apple, mais pas forcément pour les artistes, hein, puisque les artistes, eux, ils vivent encore pas mal de la vente au titre. Donc voilà, ça a été démenti par Apple. Alors, ils n'ont pas démenti sur le fait qu'à terme, ça pourrait quand même s'arrêter, mais je pense que voilà, ça va dépendre aussi de où se place le marché d'ici quelques années. Dernière rumeur pour clôturer ce busomètre. Oui, c'est une rumeur, c'est un délire en fait d'un fabricant d'accessoires, je crois, qui s'est amusé à faire un iPhone 5C, tu te rappelles, en plastique, avec la coque de l'iPhone 10, donc c'est assez rigolo, voilà, ça pourrait être un produit éventuellement, tu vois, qu'Apple pourrait sortir avec des tarifs un petit peu moins élevés, par exemple 1100 €. Un grand merci à notre sponsor LaCie de nous soutenir. Le spécialiste du stockage sur Mac a été le premier constructeur, on vous l'a dit déjà, à proposer un disque REC compatible Thunderbolt 3. Alors voici sa dernière gamme, les 6 Big et les 12 Big, qui sont taillés sur mesure pour le nouvel iMac Pro. Le 6 Big accueille jusqu'à 6 disques, cumulant 60 Tera de données et affichant un débit jusqu'à 1400 mégaoctets par seconde. Le 12 Big accueille, comme son nom l'indique, jusqu'à 12 disques, archivant jusqu'à 120 Tera et affichant un débit phénoménal jusqu'à 2600 mégaoctets par seconde. Bref, vous transférez 1 heure d'en refait le Mac en 4K ProRes en seulement 5 minutes. Voilà, c'est ce qu'on n'est pas capable de faire. Il va falloir qu'on s'équipe de disques durs. LaCie, merci de nous soutenir. Chapitre suivant, on va parler maintenant des performances. On a déjà des benches qui sont parus sur le net et on va les commenter ensemble. iMac Pro, un monstre de puissance. Si extérieurement rien ne change, sous le capot tout change ou presque. C'est vraiment très radical par rapport à l'ancienne version, l'adoption de cette puce Xeon. Quel est l'avantage, Didier, de l'adoption de cette puce Xeon? Je crois que c'est au niveau de la mémoire, la gestion de la mémoire, c'est ça? Bah oui, elle supporte notamment donc les Xeon déjà c'est des puces quand même qui permettent d'avoir plus de débit sur les accessoires, hein, sur le Thunderbolt, d'avoir plus d'écrans connectés, d'avoir aussi une capacité de traitement longue, c'est-à-dire que tu peux faire des calculs, il va pas baisser ses fréquences tout de suite comme le font les Core i5, Core i7. Donc c'est quand même des puces qui sont très robustes et puis effectivement voilà, ils permettent d'adresser plus de mémoire, tu peux monter donc jusqu'à 128 Go, tu peux mettre de la mémoire ECC donc qui est un petit peu plus fiable. Donc voilà, ça apporte quand même voilà un vrai niveau professionnel au niveau des composants. On peut monter jusqu'à 128 Go de mémoire vive. C'est ça? Exactement. Ouais. C'est pour quel usage, Erwan, 128 Go? Qui a besoin de 128 Go de mémoire vive aujourd'hui? Alors, au niveau des serveurs, ça peut être utile sur des tâches vraiment très spécifiques. Et puis après, ça va être aussi sur certaines applications type vidéo ou 3D, où lorsqu'on va ouvrir beaucoup d'applications et on va traiter des fichiers type 4K, 8K, ça va demander aussi beaucoup de mémoire. Donc voilà, mais là on atteint vraiment quand on traite des gros fichiers en fait qui vont obligatoirement prendre énormément de place en fait et de mémoire, et pour éviter justement des latences, parce que vous pouvez avoir des disques très rapides, mais si derrière le traitement on doit faire ce qu'on appelle la mise en mémoire tampon, donc le buffer, il doit écrire sur le disque pour pouvoir lire, en fait vous affichez toute l'image, donc avoir plus de mémoire. Bon, 128 c'est vraiment beaucoup, mais maintenant avec les images qui sont de plus en plus grosses en fait, parce qu'il y a la VR aussi, qui va arriver avec la nouvelle version de High Sierra. Donc je pense qu'il se donne un peu de marge pour le traitement des fichiers justement VR par exemple, qui vont être largement au-delà du 8K, hein. Ça peut aller jusqu'à 16K pour le VR. Et garantir qu'il n'y ait pas d'obsolescence rapide en mettant évidemment beaucoup plus de mémoire. Rappelons la version de base aujourd'hui de l'iMac, un Intel Xeon 8 cœurs, jusqu'à 42 mégas de mémoire cache, 32 Go de RAM ECC DDR4, on l'a dit, 1 Tera de SSD. Une carte graphique Radeon Pro Vega 56 avec 8 Go de mémoire. Et surprise, Didier, une puce ARM est également greffée comme sur les MacBook Pro. Alors là, sur le MacBook Pro, c'était pour gérer la Touch Bar, on a vu qu'il n'y en avait pas. À quoi sert-elle cette fameuse puce baptisée T2, Didier? Alors, on l'avait déjà vu passer, notamment parce qu'Apple publie des firmware sur son site, tu sais pas pourquoi, donc ça avait déjà filé un petit peu d'infos. Alors, moi, j'étais pas au briefing d'Apple, hein, mais Erwan, je pense, pourra nous le dire, mais a priori, c'est pour sécuriser donc le démarrage de l'ordinateur, pour stocker notamment les clés privées, si tu utilises FileVault, etc. Donc, il y a tout cet aspect-là. Ça permet de décharger en fait le processeur, notamment de tout le chiffrage de ton disque.
Donc c'est pas anodin. Et puis tu vois, il y a des petites choses un peu toutes bêtes, mais par exemple ta caméra, quand tu allumes ta webcam, là tu vois, on fait un chat en ce moment, le processeur, voilà, il est obligé de s'occuper de la webcam. Et puis du coup, je sais pas, si tu fais un encodage vidéo en même temps, voilà, c'est des tâches en fait qui pourraient être déléguées. Donc cette petite puce, elle va commencer à décharger. Voilà, c'est ce qu'on appelle des coprocesseurs en fait, hein, qui vont gérer une partie des tâches qui seront. Alors on a vu au niveau de la sécurité et au niveau aussi de certains accessoires. Et puis là, ils font même, c'est une espèce de super firmware puisqu'il va gérer tous les contrôleurs du SSD, de l'audio, donc on a dit de la caméra, du SMC aussi. Donc c'est très nouveau, hein. C'est vraiment la première fois qu'on voit ça sur Mac. Ceux qui font du Hackintosh vont peut-être flipper un petit peu parce qu'effectivement c'est des choses qu'on risque pas de retrouver sur PC de sitôt en fait. Et qui risquerait d'empêcher le démarrage d'un PC avec macOS 10. Erwan, qu'est-ce que tu as pu grappiller du côté de Londres, puisque tu es à Londres pour découvrir l'iMac Pro? Comme disait Didier, je pense que c'est vraiment un marqueur de différenciation via les Hackintosh. Et je pense qu'il y a peut-être des fonctionnalités qui vont arriver dans le futur et que cette puce, on va la retrouver sur tous les Macs et qui vont permettre en fait de faire certaines choses que sur des Hackintosh on ne pourra pas faire directement. Mais honnêtement, j'ai pas plus d'infos là. Je pense que Didier a plus d'infos que moi sur ce sujet-là. Et encore une fois, que ce soit Didier, on peut en parler avec Didier ou avec Erwan, il y a eu vraiment ces 2 dernières années un énorme engouement autour du Mac, du Hackintosh, hein, Didier. Et si Apple réagit comme ça de manière aussi rapide avec cet iMac qui évolue peut-être en design, c'est aussi pour répondre à ce besoin de puissance. Les gens n'avaient pas d'autre choix que de prendre un Hackintosh si tu voulais faire la 8K, quasiment. Je sais pas s'il y a enfin moi je vois des gens qui en font comme ça. J'ai aucune idée des proportions que c'est. Est-ce que c'est un truc de bidouilleur? C'est vrai que sur le net il y a quand même beaucoup de sujets sur ces trucs-là. Énormément. Est-ce que ça convient en fait justement à cette proportion de gens qui travaillent dans la vidéo, qui ont vraiment besoin de matériel un petit peu spécifique et qui avaient aucun choix chez Apple et qu'effectivement ils essayent de reprendre la main un petit peu là-dessus. Mais je sais pas toi Erwan, si t'en vois beaucoup autour de toi qui utilisent ça de façon pro, j'entends vraiment pour avoir des machines fiables de production sur la durée quoi. Au niveau professionnel, c'est assez important, même très important. Et on voit même des revendeurs Apple, des revendeurs au niveau de la post-production qui fournissent des Hackintosh. Il y a un nouveau site web français qui est apparu qui fait des stations pour la post-production à base de Hackintosh et qui les vend en ligne. Vous pouvez configurer. Allô, les avocats d'Apple. Oui, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais globalement, oui, il y a ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est qu'il y a une véritable demande en fait de puissance, parce que derrière, on doit faire de l'étalonnage, parce qu'il n'y a pas que Final Cut, il y a d'autres logiciels comme Premiere, comme DaVinci Resolve, qui demandent énormément de puissance GPU au niveau de l'étalonnage. Et on a besoin de machines. Donc beaucoup de gens, certains pros sont passés sur PC pour avoir cette puissance et le choix entre Nvidia ou AMD. Et puis d'autres, un petit peu comme moi aussi, ont passé sur Windows, c'est juste pas possible. Et parce que voilà, il y a tous les logiciels, il y a tout l'environnement. Et voilà. Donc la solution, oui, aujourd'hui, c'est le Hackintosh qui permet d'être modulaire, qui permet, quand on voit que les drivers Nvidia sont maintenant disponibles pour iSierra aussi, donc il y a quand même une ouverture assez importante là-dessus. Une petite question avec Didier. Ça fait des années qu'on entend parler du retour d'un Mac sous ARM, sans forcément sous Intel. Est-ce que tu penses que ce serait quelque part un peu premier pas vers cela, l'arrivée de ces puces ARM, puisque la puce T2 c'est la puce de l'iPhone, c'est une puce ARM. Pas du tout. Moi, je pense que sur les pros, je pense qu'il n'y a aucun souci. Je vois pas du tout ARM arriver ni à court ni à moyen terme. C'est impossible. Je veux dire, tous tes programmes ont été optimisés pour Intel depuis des années. Même les systèmes, quand tu regardes dans macOS 10, il doit y avoir rebasculer, c'est hors de question. Ouais. D'accord. Non, ça me paraît hyper compliqué. Non. Tu veux que le Mac reste un PC, Thierry? Oui. Non, mais c'est pas ça. C'est assez amusant parce que quand on voit du côté de chez Microsoft, où on voit des environnements PC arriver avec ce coup-ci avec des puces Snapdragon et compagnie, ça paraît pas cohérent. On n'est pas dans le même monde là. Mais maintenant, on voit qu'on peut installer différentes générations de puces pour faire des choses vraiment dédiées. Maintenant, comme on le dit, on peut pas définir à l'avance ce qu'ils ont derrière la tête. Après, pour tout ce qui est l'aspect sécurisation, on fait des choses fantastiques, ça peut marcher en parallèle. Maintenant, pour le reste, moi, ça reste quand même une sacrée inconnue. Alors pourquoi pas, après tout.
Alors on a parlé des puces, on va revenir à un composant majeur et vraiment, Erwan a insisté là-dessus, c'est les cartes graphiques. Désormais, les cartes graphiques du moins de l'iMac Pro sont dignes des meilleurs PC, voire stations de travail. La dernière génération, on l'a dit, c'est la GPU Radeon Pro Vega AMD. C'est les concurrents des Nvidia GeForce GTX, taillés notamment pour les gamers, pour le calcul scientifique et la composition 3D. Est-ce qu'elle elle serait jusqu'à 3 fois plus rapide que les précédents cartes sur l'iMac, 22 teraflops de puissance de calcul, 16 Go de mémoire, 400 gigaoctets par seconde. Pourquoi Apple, bon, c'est très bien qu'Apple, bien sûr, ait intégré les dernières AMD, des cartes de feu ATI. Pourquoi Apple s'entête à garder qu'une seule marque et ne pas signer avec Nvidia qui domine le marché des cartes graphiques, Erwan ou Didier? Surtout qu'Nvidia a publié des pilotes, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu ne penses pas que c'est juste un problème commercial? C'est-à-dire que c'est comme toutes tes PlayStation, Xbox et tout, ils ont tous des AMD, alors que ce n'est pas les meilleures cartes du marché, qu'elles sont plutôt gourmandes en énergie. Nvidia consomme quasiment 2 fois moins à puissance équivalente, mais simplement, ils ont des deals de folie, donc je pense que c'est hyper intéressant financièrement. En plus, Apple, ils investissent quand même du temps pour faire des pilotes. Aujourd'hui, on a fait des tests, nous, et si tu mets dans un Hackintosh une 1080 Ti, donc qui est beaucoup plus puissante que la Vega 64, là, tu as des moins bonnes performances sur Mac. C'est la Nvidia, c'est ça? Voilà, mais qui est sur le papier, enfin même si tu joues sur PC, elle est bien meilleure que la Vega 64. Mais alors évidemment, ça s'équilibre sur d'autres tâches, en OpenCL et sur d'autres traitements. Des fois, AMD là quand même a fait du boulot qui est pas mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un vrai boulot d'optimisation aussi avec le système. Et Apple a depuis des années là maintenant largement optimisé tout pour AMD. Et tout le support qui est fait, il est autour d'AMD. Donc c'est vrai que repasser chez Nvidia, ça leur redemande du boulot. Et d'avoir les deux en même temps, ça leur demanderait 2 fois plus de boulot. Alors quand tu sais qu'il y a déjà pas beaucoup de monde qui s'occupe des machines professionnelles, c'est vrai qu'ils préfèrent rester avec une marque. Ils ont de la chance que AMD soit quand même bien revenu à la hauteur d'Nvidia, mais ils arrivent quand même avec une carte aujourd'hui, la Vega 64, qui est quand même moins puissante qu'une carte sortie il y a 1 an et demi chez Nvidia. C'est quand même fabuleux. Ouais, c'est quand même. Ouais, mais j'aurais préféré qu'Apple laisse le choix. Mais bon, passons. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'Apple a écouté ses utilisateurs puisque c'est la fin des doubles cartes graphiques. Apple nous avait fait tout un pataquès à l'arrivée du Mac Pro il y a 4 ans et demi sur la valeur ajoutée d'avoir 2 cartes graphiques. Ça, apparemment, c'est derrière nous. Ouais, moi j'aurais bien aimé avoir deux Radeon 64 dans l'iMac. Je ne sais pas où vous allez la mettre sur l'iMac. C'était pas un souhait premier des utilisateurs. Ils voulaient une grosse carte graphique puissante plutôt que 2. C'est ça en fait dans la plupart des cas. Non, c'était ce dont on avait déjà parlé ensemble, souviens-toi. Ouais, et puis je pense qu'au niveau développement, c'est aussi beaucoup plus facile au niveau de la puissance à gérer. Plutôt que gérer, synchroniser 2 cartes. Et puis on a vu aussi qu'au niveau service après-vente, quand vous avez une carte qui crache, il faut changer les deux à chaque fois. En fait, les deux doivent être vraiment synchrones. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc je pense qu'ils ont voulu vraiment optimiser et revenir sur une carte très puissante et même si c'est pas du Nvidia, donc taper l'autre gamme chez AMD. Ouais, j'ai perdu une oreillette, donc il va falloir conclure revise. J'aurai plus de retour son sinon, mais vas-y. Oui, moi, je veux juste dire quand même, la Vega 56, c'est une carte à 500 balles dans le commerce, c'est milieu de gamme, c'est vraiment pas terrible. Et aujourd'hui, tu peux quand même te monter un iMac Pro, on a vu tout à l'heure, à quasiment 12 ou 13 000, avec cette carte-là à 500 balles. Est-ce que, enfin, tu vois, moi ça me paraît quand même assez inadapté. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis la Vega 64 partout à la limite, puis peut-être tu vois des différentes évolutions de celle-là, mais l'autre elle fait vraiment petit joueur par rapport au reste de la machine en fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Alors on a vu paraître quelques benches puisque quelques blogueurs et quelques youtubeurs ont eu la chance de l'avoir une semaine avant, pas seulement juste le toucher mais carrément le tester comme toi Erwan. Le premier bench sur Geekbench, voilà ce que ça donne. Regardez sur cette image, l'iMac Pro affiche sous Geekbench 5468 points en single core et 37 417 en multicore contre 3636 et 26 092 sur le Mac Pro 2013. Voilà, donc on voit véritablement une vraie différence. 5751 et 19 667 sur l'iMac 5K, encore une plus grosse différence. Et puis il y a un youtubeur, plus qu'un youtubeur, un réalisateur qui s'appelle Vincent Laforêt qui a fait énormément de tests d'encodage aux États-Unis, notamment regardez sur Final Cut Pro 10, une vidéo H264 11 Go 4K a été transcodée en ProRes 422 en 7 minutes 56 contre 19 minutes pour
contre 15 minutes et 74 secondes pour l'iMac 5K. Sous DaVinci Resolve, on est à 1h17 pour exporter en ProRes 422 2 heures de vidéo. Là, on est à 2h06 minutes contre 7h15 minutes sur l'iMac ancienne génération. Sur Lightroom, 50 Go de fichiers RAW importés avec la création d'aperçus ont pris 25 minutes sur l'iMac Pro contre 50 minutes sur l'iMac 5K. En clair, à chaque fois, la nouvelle génération de l'iMac 5K va 2 fois plus vite. L'iMac Pro va 2 fois plus vite que l'iMac. Les exports vidéo, Erwan, c'est très important. Hein. Si Vincent Laforêt a fait ces benches-là, c'est pas un hasard. On aurait préféré des comparaisons avec le Mac Pro, bien sûr, plutôt qu'avec l'iMac 5K, mais c'est le quotidien, ça change véritablement la donne. Lorsqu'on a des clients, c'est toute la journée ce genre de choses. Ben oui, quand le client t'appelle pour faire une modification le vendredi soir, tu as envie de rentrer plus tôt chez toi. Donc c'est vrai que quand ça va 2 fois plus vite, c'est encore mieux. Mais il faut aussi parler peut-être aussi du côté logiciel, oui. Parce qu'il y a un support maintenant avec Metal 2 qui optimise justement tous les exports et toute la gestion. Par exemple, dans le nouveau Final Cut Pro 10, tout ce qui va être Optical Flow va être vraiment beaucoup plus rapide grâce à Metal. Donc il va y avoir une conjonction entre le hardware et le logiciel, même si le hardware là aide beaucoup aussi. Alors des performances, nous y reviendrons dans une prochaine émission avec notamment un face-à-face avec un Mac Pro. On reviendra sur la connectique, sur les résultats notamment des performances assez épatantes du SSD, hein, jusqu'à 4 gigaoctets par seconde, nous disait Erwan. On parlera également du port 10 gigabits Ethernet qui permettrait de stocker en réseau presque aussi rapidement qu'avec un disque dur branché en FireWire ou autrefois en FireWire ou aujourd'hui en USB 3. La possibilité aussi de brancher 2 écrans 5K, on reviendra. La liste est longue de toutes ces fonctionnalités dans une prochaine émission qui sera consacrée au grand test de l'iMac Pro. Un grand merci encore une fois à notre sponsor de nous soutenir. On a besoin vraiment de tout leur soutien en ce moment. Le spécialiste du stockage sur Mac a été le premier. La SCIE a été le premier constructeur à proposer un disque RAID compatible Thunderbolt 3. Voici sa dernière gamme, les 6 big et les 12 big qui sont taillés sur mesure pour le nouvel iMac Pro. Le 6 big accueille jusqu'à 6 disques durs cumulant 60 Tera de données et affichant un débit jusqu'à 1400 mégaoctets par seconde. Le 12 big accueille, comme son nom l'indique, jusqu'à 12 disques archivant jusqu'à 120 Tera et affichant un débit jusqu'à 2600 mégaoctets par seconde. On transfère 1 heure dont on fait le Mac en 4K en seulement 5 minutes, ça fait rêver. Vivement qu'on soit équipé de ce disque dur à la rédaction et au studio dont on refait le Mac. L'heure est venue, messieurs, de passer à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Stéphane Dizebi. Oui, Olivier, donc comme l'iMac Pro coûte cher, j'ai trouvé peut-être une solution pour pouvoir se le financer facilement en vous parlant de crypto-monnaie. Bon, le Bitcoin, c'est un peu tard maintenant parce qu'il est à 16 000, mais il y en a une autre qui s'appelle le Ripple, qui vaut moins d'€1, mais qui va augmenter, qui prend en ce moment la même route que le Bitcoin. Donc si vous voulez en acheter quelques-uns, 200, 300, parce que ça vaut moins d'€1, donc ça vaut peut-être le coup de le faire, bah peut-être vous allez vous faire très rapidement une petite culbute vous permettant d'acheter même quasiment tout un Apple Store. Voilà. C'est tout le mal que l'on souhaite à ceux qui nous regardent. Merci Stéphane. De ton côté, Didier, ton coup de cœur? Alors moi, ça va être un support réglable pour du coup l'iMac Pro qui vient de sortir, puisque son pied n'est pas réglable. Jonathan n'a pas fait son boulot, et c'est assez drôle parce qu'Apple a mis en avant en fait un support d'un constructeur tiers, donc qui s'appelle le iRise Pro de 12 South, et qui permet en fait à la fois de ranger ton petit bordel, là, tes clés USB que tu as devant ton Mac, et aussi donc de surélever le pied avec une hauteur variable. Donc voilà, c'est une assez bonne idée, je pense. Même moi, tu vois, j'ai un écran LG, c'est vrai que j'ai un pied et je mets des trucs dessus et c'est un peu moche. Donc voilà, le seul truc, c'est que ça coûte quand même 164 € pour un petit bout de métal. Voilà, moi j'aurais préféré un pied réglable ou que ce soit directement intégré avec le Mac en fait. Merci Didier. Thierry, de ton côté, ton coup de cœur cette semaine? C'est pas du tout original, j'ai craqué. Mon coup de cœur, c'est l'iPhone 10. Ça y est. Voilà. Non, mais ça paraît stupide, mais il y a un moment, l'iPhone 6, c'était plus possible. Et très honnêtement, je m'étais dit, ça sert à quoi d'acheter un 10 ? Et quand on voit aujourd'hui l'usage qu'on peut avoir, la batterie qui dure toute la journée, même avec énormément d'usage. Alors, je dis pas que je regarde de la vidéo toute la journée sur Netflix. La qualité d'écran, et quand on commence à comparer les dalles OLED avec une dalle LCD, on pleure devant son téléviseur. Enfin bref, voilà, il y a un moment. Partout maintenant.
Ouais, voilà, exactement. Je vois des OLED partout et je pense que, on l'a dit tout à l'heure, quand tu dois comparer un iPhone 8 Plus à côté d'un iPhone 10, et puis en plus, je dois avouer, je croyais que c'était stupide, mais la nouvelle gestuelle, moi aussi j'y suis passé. Voilà, bref, je suis pas vraiment original dans l'idée. Mais c'est un choix sûr. Merci Thierry. Erwan, de ton côté? Alors nous, on a parlé de l'iMac Pro aujourd'hui, mais aussi une nouvelle version de logiciel qui est sortie. Il y a Final Cut Pro 10.4. Alors c'est pas mon coup de cœur, même si c'est une très belle version. Ouais, que j'ai pu tester. Et puis, si vous voulez voir plein de vidéos dessus, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Yakakiak. Mais en tous les cas, si vous voulez un contenu vraiment complet sur cette version et sur toutes les fonctionnalités de Final Cut Pro 10.4, je vous invite à aller sur le site de Martin Gosset, c'est martingosset.com, qui réalise un document PDF en fait que vous pouvez acheter pour quelques euros, qui s'appelle Dans les chaussettes de Final Cut Pro 10. Et qui contient en fait des tonnes et des tonnes de planches, en fait, des dessins. Tout est vraiment bien détaillé. Et pour tous ceux qui veulent découvrir Final Cut version un petit peu papier, ou en tous les cas numérique, n'hésitez pas à acheter ce document, ça vous rendra énormément service. Donc martingosset.com, et vous allez voir, c'est un document indispensable pour tous les utilisateurs de Final Cut Pro. Merci Erwan. De mon côté, c'est pas très original non plus. C'est le produit que j'utilise aujourd'hui pour filmer cette émission. C'est un Steadicam. C'est le DJI Osmo Mobile. Alors je vais le prendre sur son support pour pouvoir le balader. Si j'arrive, voilà, je le déconnecte. Vous le voyez peut-être sur le plan large. Voilà, c'est avec ça qu'on a tourné. Et croyez-moi, il fallait vraiment tourner. On va utiliser. Je vais vous mettre la vue si j'y arrive. S'il veut bien se tourner, mais il veut pas. On va faire une vue panoramique. Regardez. De la plage ici de Sydney. Alors vous voyez que je me balade, la magie du HF et du stabilisateur, et ça reste hyper stable, c'est magique, ça reste sur moi avec la petite télécommande qui permet le petit joystick. Regardez, je m'éloigne de mon plan large et c'est pas grave pour le réalisateur, il va m'engueuler. Et je n'essaie de pas tomber à la mer parce que tout ça n'est pas très étanche. Et croyez-moi qu'il était bien utile le stabilisateur cette semaine. Voilà, il revient sur moi. Car le vent souffle à près de 60 km/h ici dans la baie de Sydney. Donc c'est un super produit, 300 €. C'est, on peut le dire, le meilleur stabilisateur du marché avec l'iPhone. Il marche très bien avec l'iPhone 10. On voudrait juste que messieurs DJI, vous nous émettiez le logiciel qui tire parti de l'écran élargi de l'iPhone 10. Voilà, je vais le reposer pour la fin de cette émission. C'est la fin de ce 279e épisode d'Or on fait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, toujours depuis l'Australie, pour notre traditionnelle rétrospective de l'année. Cette fois-ci, ce sera l'année Tech 2017, bien sûr. Messieurs, je compte sur vous du côté de Paris. Allez, il fera plus beau, je suis sûr, sur Paris la semaine prochaine. On sera peut-être plus malade, on n'aura pas la grippe. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne, aussi bien sur YouTube, sur Dailymotion et encore sur iTunes, et en cliquant sur le petit pouce, c'est important également. Merci de votre fidélité et on se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir. Okay. We actually. My name is Morgan Lefaucheur, and this is Almofim.
started my production when I was a snowboarder. So at the beginning, we mainly produced content in the winter condition and following athletes along their journey to produce action sport content. For sure, in a cold environment, you gotta make sure you can trust your gear. And on the top of that, we gotta make sure your data management and data solution are on point. Bring back safely the shot here to the studio is our main concern. Recently, we've been working on a really special project. We are producing a documentary in Alaska where we have only 2 filmers out there with a camera, with a sonar panel to charge the battery. They have to make sure they have the right tool. So we use the rugged on set to make sure we can save the content and bring it back here to the post-production. And on post-production, we use the 6B to centralize and back up our footage for editing. Today we have the chance to work on many different projects. We are glad to shoot brand content, we're doing photo shoots, we're doing TV commercial, pack shot. So that's why today we are working with Lassie to make sure we can guarantee to our clients that the footage we did on the production is safe, backup, and able to go straight to the post-production.